Aujourd'hui, je ne suis pas à Roland-Garros, mais bel et bien à quelques kilomètres de Bruxelles, dans l'usine où est fabriquée la terre battue du tournoi parisien. On va essayer ensemble de comprendre quels sont ses secrets et pourquoi la terre battue de Roland-Garros est si particulière. La recette pour Roland-Garros, c'est un mélange de briques très spécifique. C'est un mélange entre des briques industrielles et des briques beaucoup plus artisanales. Ce ne sont pas des briques qui ont déjà été utilisées, ce sont des briques déclassées. Donc elles sortent de production, mais elles ne sont pas tout à fait conformes pour être vendues. Et ensuite, elles sont d'abord broyées une première fois en cailloux relativement grossiers comme ceci. Et puis ça va passer dans une broyeuse avec des tamis et un système de recyclage. Le produit va être recyclé jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne granulométrie. L'important, c'est d'obtenir un produit qui soit vraiment la couleur Roland-Garros, parce qu'il y a une couleur Roland-Garros. On veut évidemment un produit qui soit tout à fait performant et qui donne entière satisfaction aux joueurs en termes de glisse, en termes de rebond. Bon, pour comprendre d'où vient la terre battue, on va faire un peu d'histoire et remonter à la fin du 19e siècle. Son invention est attribuée à deux champions britanniques, les frères Ernest et William Renshaw. À l'époque, ils s'installent dans le sud de la France, à Cannes, et ils y font construire des cours en gazon comme en Angleterre. Mais problème, sous le soleil, l'herbe résiste mal. Ils ont alors une idée simple, recouvrir les terrains d'une fine poudre issue du brouillage de peau en terre cuite fabriquée dans la région, et c'est comme ça que la terre battue est née. Ça fait à peu près 60 cm de profondeur un terrain de tennis. On va commencer en dessous par un enrochement, donc des cailloux relativement gros, puis des cailloux un peu plus petits, ça c'est le drainage. Ensuite, on va avoir une couche d'un matériau qu'on appelle le mâche-fer. C'est un matériau qui va pouvoir absorber l'humidité. Et puis sur le mâche-fer, on va venir avec une couche de sable. Et c'est ce sable en fait qui est vraiment la couche de jeu. C'est lui qui va donner la souplesse du cours et le rebond. Et sur ce sable qui est blanc, on va venir le colorer avec la terre battue et avec ces petits grains aussi nous permettre de glisser. Si la recette ne change pas selon les années, des essais sont parfois surprenants. En 2012, le Masters 1000 de Madrid a testé une terre battue bleue censée mieux faire ressortir la balle jaune. L'expérience a tourné court, les joueurs ont dénoncé une surface trop glissante et le projet est abandonné et interdit par l'ATP après seulement une seule édition. Ailleurs, notamment aux États-Unis et au Canada, certains tournois utilisent une version verte de la terre battue, une surface plus rapide que l'ocre européenne, mieux adaptée à un jeu offensif. Bon, paradoxalement, en France, la terre battue reste ultra minoritaire. Elle représente environ 16% des cours contre la quasi-totalité dans les années 50. Et les raisons, elles sont très simples, puisqu'entretenir un cours en terre battue, ça coûte très cher. Et ça demande une exigence très particulière, avec un arrosage régulier, une remise à niveau chaque année, mais aussi avec des contraintes climatiques, avec le gel en hiver et la sécheresse en été. Et tout ça, ça pousse la Fédération française de tennis à réagir. Elle a annoncé vouloir doubler la proportion de terrain en terre battue d'ici 2032, dans l'objectif de dénicher de nouvelles pépites françaises.